Bonjour, aujourd'hui nous recevons Frédéric Delplat, un grand monsieur de l'escrime française, champion olympique par équipe en 1988 à Séoul. Et à quelques semaines des Jeux, on voulait l'entendre parler d'escrime, parler évidemment d'ambition olympique et de médailles, ce qu'il connaît, mais aussi parler de ce que représente un parcours olympique une fois qu'on a terminé sa carrière. Et Frédéric Delplat a un grand CV à nous expliquer, à nous commenter, et surtout des initiatives qui ont marqué sa carrière post-olympique. Alors, je vais commencer d'abord par les Jeux, Frédéric. 1988, c'était hier. Vous êtes à Séoul. Bien sûr que c'était hier. Vous avez encore ce souvenir de cette victoire par équipe à l'épée ? C'est le genre de souvenir qui reste ancré à vie, quoi qu'il arrive. Et en plus, ça avait une saveur particulière puisque c'était par équipe. Si je devais résumer ça, il y a eu vraiment une prise de conscience et une prise en main de l'équipe, de façon vraiment le team des tireurs. On s'est parlé, chacun a évoqué ses forces et ses faiblesses sur certaines équipes. Enfin, ça roulait, c'est incroyable. Je peux le dire a posteriori, mais tout était écrit noir sur blanc, et il y a eu juste un petit changement qui a été fait de cette réunion par l'entraîneur, et puis en fait tout s'est réalisé tel que on l'avait imaginé avant, et ça c'est incroyable. Alors, si vous connaissez l'escrime ou pas, l'escrime au jeu, c'est une journée. On part le matin, ça peut s'arrêter dès la première défaite. Ah oui, c'est un système d'élimination. Donc effectivement, alors c'était pas la même façon de compter les touches. Nous, c'était un match en 5 touches, gagner, donner 1 point. Donc c'était le premier arrivé à 9 points. Mais effectivement, si c'est tu gagnes, tu continues, tu perds, tu rentres chez toi. Et on met 2 ans, 3 ans, 4 ans, parfois plus, à se préparer pour ce grand rendez-vous, comme ça va être pour les athlètes. Bien sûr, en plus en escrime, on a la chance de pouvoir faire plusieurs Olympiades, si on s'entraîne correctement et qu'on a des résultats surtout. Mais en travaillant dur, on peut y arriver. Et effectivement, moi j'avais 24 ans, mais j'avais commencé par les championnats du monde junior, et après la carrière senior qui a commencé dès l'âge de 20 ans. Alors l'escrime en France, c'est le premier sport qui rapporte des médailles olympiques. C'est le sport qui ramène le plus de médailles à la France. 123. Vous nous décrivez juste les armes et le nombre de compétitions qu'il y a. 123 ou 128 123 ou 128. Voilà. Mais c'est loin devant tout le monde. Voilà. Oui, c'est loin devant tout le monde. Les armes et en quoi ça se déroule ? 3 armes, le fleuret, l'épée, le sabre. Et donc maintenant, on a la chance d'avoir ces 3 armes de façon masculine et féminine, individuelle et par équipe. Donc ce qu'on appelle nous une arme, c'est par exemple le fleuret homme individuel, c'est une arme. L'épée dame par équipe, c'est une autre arme. Donc 3 armes masculines, féminines, ça fait 6 armes en tout. Alors l'épée masculine et féminine, c'est particulièrement distingué dans l'escrime français, parce que je regardais, il y a 8 titres par équipe en épée chez les hommes. Oui. Et notamment un titre il y a 100 ans, en 1924 à Paris. Oui. Donc peut-être que ça va souffler on espère pour 2024. Que c'est tous ces sportifs qui ont travaillé dur aussi, après avoir connu quand même des Jeux Olympiques particuliers, parce que Tokyo, faire ça 1 an après, dans un contexte sans spectateurs, sans ambiance, sans l'ambiance des Jeux Olympiques tels que moi je l'ai connu ou qui se sont déroulés avant. On leur souhaite vraiment d'être performants et de profiter de cette effervescence de cette fête. En plus, à Paris, c'est magnifique. On a la chance de vivre ça de notre vivant. Ça fait 100 ans qu'on espérait ça, et ça arrive. Donc, c'est vraiment une belle opportunité, une belle chance. L'ambiance des Jeux, l'escrime garde un côté, tous les sports sont nobles, mais un côté assez aristocratique, assez noble. Le silence, les annonces sont faites en français, il y a un côté respectueux, il y a une lumière qui éclaire la piste, il y a une ambiance lorsqu'il y a une compétition d'escrime. Alors, il faut repréciser les choses. C'est vrai que historiquement, déjà, on est ancré de la culture de l'escrime, que ce soit culturellement ou au niveau des classes sociales qui pratiquaient l'escrime. Ça s'est beaucoup démocratisé, et heureusement. Alors oui, le français est la langue internationale de l'escrime. Quand vous faites une épreuve, effectivement, on demande pour la concentration des tireurs qu'il n'y ait pas de bruit, qu'il n'y ait pas d'applaudissements ou d'exclamations, etc.
Mais après, bon, on est habitué à ça. Peut-être que si demain on le permettait, comme au basket, quand vous voyez un match de basket, vous avez du bruit, de l'ambiance tout le temps. Hein. C'est permanent. Donc là, effectivement, pour le bien des athlètes, puisqu'on est habitué à cette façon de fonctionner, c'est important. Maintenant, heureusement que ça s'est démocratisé et que ça a permis à des jeunes comme moi. Clairement, je suis issu d'une famille très modeste. J'ai vécu toute ma jeunesse et encore après dans un HLM du côté de Creil, donc dans l'Oise. Pour ceux qui connaissent, ils verront de quoi je parle. Mais comme quoi, l'un n'empêche pas l'autre. Hein. Après, c'est la possibilité qui m'a été offerte de faire de l'escrime. Et puis, je remercie encore mes parents d'avoir cru que c'était quelque chose d'avoir vu surtout que c'était quelque chose qui me plaisait. Il y a eu des sacrifices de fait au niveau financier, mais bon voilà, ça a amené ce que je suis aujourd'hui. Et le sport m'a effectivement permis de développer certaines qualités, de m'accomplir tout simplement. Oui. Il y a toujours une valeur de l'exemple du champion ou même de l'Olympien, c'est-à-dire ceux qui participent aux Jeux, qui n'ont pas forcément un titre ou une médaille. Vous aviez quelqu'un qui vous inspirait en escrime ? Alors, pas au moment où vous avez commencé jeune, mais après dans... Alors quand j'ai commencé jeune, il y en a un qui m'a inspiré, puisque c'est ce qui m'a fait ce qui m'a amené à l'escrime, c'est Zorro. Clairement, je suis pas le seul, il y en a plein comme ça. Jamais médaillé, mais toujours connu. Voilà. Ça. Je regardais Zorro et j'allais faire Zorro. Voilà. Donc c'était déjà pas mal. Par la suite, alors j'ai pas eu des résultats tout de suite. Il a fallu 7 ou 8 ans de pratique. Avec l'adolescence où voilà, les choses se sont débloquées un peu. Mais dès que j'ai commencé à rivaliser avec mes aînés, j'étais admiratif. Oui, j'avais de l'admiration pour les résultats qu'ils faisaient, mais dès que j'ai commencé à me frotter à eux, en fait, il y avait plus d'admiration. J'étais sur la piste et si je pouvais, je faisais tout pour essayer de les battre et de mettre en application le schéma que je m'étais mis dans la tête et vraiment essayer. Enfin, là, il y avait plus il y avait du respect parce qu'en escrime, il y a toujours ce respect de l'adversaire. Mais le champion, pour moi, il y avait un gars en face, il fallait le battre. C'est la notion même du duel. Ah, tout à fait. Et puis, la seule différence avec le duel, c'est que vous jouez votre peau. mais c'est l'arme de duel. L'arme que je pratique, l'épée, c'est l'arme de duel par excellence, puisque c'est le premier qui touche, qui marque un point. Vous pouvez toucher partout, de la tête aux pieds. Le but étant de toucher sans se faire toucher, et vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc, ça paraît simple de prime abord. Et effectivement, dans l'approche, quand vous commencez, c'est simple. Mais si vous pouvez faire ce que vous voulez, l'adversaire peut aussi faire ce qu'il veut. Et donc, c'est là où le jeu commence à s'instaurer, où toute la stratégie se met en place, où vous essayez de faire des pièges, vous essayez des actions pour lui faire croire que, et puis finalement, vous changez. Enfin, c'est tout le côté... stratégique. Et quand on regarde une rencontre d'escrime, et sur cette piste, encore une fois, je trouve que la scénarisation avec cette lumière et la salle qui est un peu plongée dans la pénombre, il y a ce côté psychologique. On se dit toujours sous le masque, parce que là aussi, les escrimeuses et les escrimeurs portent un masque, donc il y a un côté un peu, on ne voit pas les visages, donc on ne voit pas comme le boxeur ou le judoka, et on se dit toujours qu'est-ce qui se passe dans la tête lorsqu'il y a une attaque, il y a une défense, et ça va très très vite. Ça va très, très vite, on se dit, et c'est autant la maîtrise technique que la maîtrise mentale qui fait le champion ou qui fait le grand escrimeur. Alors clairement, quand on fait de l'escrime, il faut, comme dans tous les sports, physiquement, il faut être bien. Psychologiquement, il faut être bien. Et après, il y a toute l'approche tactique et technique. La technique, vous la travaillez. C'est comme des gammes. Vous travaillez. Vous avez un maître d'armes en face de vous qui vous met en situation et vous répétez. Et ça doit toujours être parfait. Et vous y allez, et vous y allez, vous y allez. Après, si vous savez faire le bon geste, si vous le faites pas au bon moment, vous allez morfler. Et c'est là où tout le côté stratégie intervient. C'est qu'il faut observer et trouver la meilleure réponse possible ou la solution à la situation qui se présente. Vous savez, ce que j'ai pour coutume de dire, en parlant de l'escrime et en particulier de l'épée, c'est une partie d'échecs jouée à la vitesse d'un TGV. C'est-à-dire que tout doit être pensé avant, parce qu'une fois que vous êtes lancé, si vous êtes mal lancé, vous allez morfler.
rarement vous en sortez. Vous avez qu'un peu de chance, vous en sortez, mais ça arrive. Mais voilà. Mais une fois que c'est parti, et si c'est pas bien pensé, vous allez au carton. Pas bien exécuté, ouais. Ouais, clairement. Donc oui, alors, ce côté décorum, l'histoire de la lumière, par exemple, sur la piste, c'était quelque part indispensable. Je vous dis ça parce que j'ai organisé les Masters à l'épée pendant 9 années, où les 8 meilleurs du monde, comme au tennis, les 8 meilleurs du monde s'affrontaient. J'ai travaillé sur tout ce qui était luminosité, de façon à assombrir la partie spectateur et d'augmenter la lumière avec certaines lumières sur la piste, de façon à ce qu'on voit le mieux possible, sans que ça gêne les tireurs, mais qu'on voit le mieux possible les lames. C'est ce qui nous permet de savoir si l'évolution de l'arme de l'un et de l'autre. Si vous ne voyez pas ça, déjà techniquement ça peut être compliqué, donc si vous ne voyez pas ça, vous n'y comprenez rien. Donc voilà, c'est pour ça que ce décorum ça peut faire un peu feutré, etc. Et puis ça participe aussi de cette concentration où tout est sur la piste. Tout se passe là. Alors ce côté théâtral, lorsque vous arrêtez votre carrière en 2004, c'est ça ? Oui. Fin 2003. Fin 2003. Fin de la saison 2003. Ouais. Il y a parmi vos collègues champions olympiques avec vous, Philippe Riboud, il est devenu viticulteur, Eris Requi, il est devenu... Oui. Mais vous projetiez, de ce que vous aviez ressenti, vécu, grandi dans l'escrime, vous projetiez dans quoi à ce moment-là maître d'armes, entrepreneur? J'ai fini ma carrière à haut niveau. Au niveau, j'entends, oui, bien en sûr. fin 2003. Alors d'ailleurs, avec une chance inouïe, enfin une chance, j'ai bossé pour, mais j'ai fait la dernière épreuve en France, le Challenge Monal. Donc c'était pour moi l'épreuve que je voulais réussir, parce que j'avais jamais, du temps de toute ma carrière, j'avais jamais réussi à faire une perf là-bas. Et il se trouve que à 39 ans, j'étais sur la piste, que mon coach, c'était un ancien équipier, et que dans les gradins à Coubertin, ça se passait à Coubertin, j'avais tous mes potes qui étaient là avec leurs enfants. Et donc, il disait, tiens, regarde, Fred, il est encore là. Il est en bas, il est encore là. Et il y a une image assez symbolique, c'est que je perds en demi-finale sur un autre Français qui était du même club que moi, donc le Valois Sporting Club. C'était Ulrich Robéry, qui derrière, donc en 2003, déjà, il gagne le tournoi. C'était bien. Et moi, je finis 3e. Et derrière, il fait une médaille de bronze au championnat du monde à Cuba. Et par la suite, il a été champion olympique. Alors, c'était en 2008. Voilà, il y avait une forme de passation qui se faisait. Et c'était une belle image. Et donc, pour en revenir à cette date d'arrêt de carrière, j'ai certes arrêté ma carrière de haut niveau en escrime en 2003, mais on est toujours dans la vraie vie. On s'entraîne comme des pros, mais on a besoin de ce qu'on appelle le double projet. C'est-à-dire, d'une part, de s'entraîner, mais aussi de faire des études et de travailler. Donc moi, j'ai toujours connu, une partie je m'entraîne, une partie je fais mes études, une partie je m'entraîne, une partie je travaille, puisque après, il a fallu trouver du boulot. Donc moi, en fait, ma carrière, elle a commencé, j'étais dans une entreprise qui faisait la programmation d'équipements sportifs. Programmation, études de faisabilité. Ensuite, je suis arrivé au département des Hauts-de-Seine. À la suite de ça, je suis arrivé au département des Hauts-de-Seine. Où j'étais directeur d'une association qui avait pour objet le développement c'était une association qui avait pour but de développer rapidement la nouvelle politique des sports sur le département des Hauts-de-Seine. Et puis après, je suis parti à Toulouse pour des choix familiaux. Et puis là, il a fallu tout reconstruire, parce que c'est pour ça que j'avais aucun plan en fait. Quand on me demande, tu pensais faire quoi ? J'en savais rien. J'ai vu en fonction de ce que j'avais fait. J'ai eu de la chance de faire des études quand même, jusqu'à une maîtrise de gestion d'économie. Et puis après, je me suis adapté aux opportunités qui se présentaient. Et quand je me suis retrouvé à Toulouse, alors j'ai fait quand même 20 ans sans jamais y avoir travaillé. Ça, c'est quand même pas mal. J'étais précurseur du télétravail. C'était déjà en 2000. Donc de 2000 à 2019, puisque je suis remonté à nouveau sur la région parisienne pour travailler à nouveau au département des Hauts-de-Seine. Mais pendant la période, j'organisais des événements, soit des événements sportifs, soit des événements d'entreprise. Je consultais aussi pour Eurosport au niveau de l'escrime. Enfin bon, j'ai fait un tas de choses
qui me plaisait de faire déjà, parce que il y avait ce côté... j'ai créé l'activité qui me faisait vivre. Et ça c'était dur, parce que vous êtes tout seul et puis vous êtes en freelance, hein, donc c'était chaud. Mais en attendant, ça m'a permis de monter, de réaliser de belles choses. Parce que la championne ou le champion du monde, d'Europe, de France olympique, celui qui fait une carrière, et vous l'avez dit, il commence adolescent pour atteindre le haut niveau, il va peut-être aller jusqu'à 30 ans, vous êtes allé quasiment à la quarantaine, c'est beaucoup de sacrifices, mais quand vous parlez du double projet, aujourd'hui, beaucoup des athlètes qui vont être sélectionnés pour les Jeux ont cette histoire de double projet à mener sans savoir quand la carrière sportive s'arrête pour basculer dans la vie active. Est-ce que vous l'avez vécu comme une double pression ou est-ce que c'était une béquille qui équilibrait lorsque ça allait pas trop dans le sport? Heureusement, il y avait à côté qui relevait, ou inversement? Alors oui. Alors le double projet, quand on grandit, quand on a une famille, ça devient un triple projet avec la vie de famille aussi. Voilà. Hein, parce que jusqu'à 39 ans, je veux bien comprendre. Ouais, clairement. Hein. Donc, alors il y a quand même une amélioration qui s'est faite pour les athlètes de haut niveau, c'est-à-dire que oui, il faut qu'ils fassent des études, ça c'est clair, pendant qu'ils s'entraînent, et après, une fois qu'ils commencent à travailler, ils ont la chance maintenant, ce qui n'était pas le cas à notre époque, d'avoir des aménagements avec des entreprises. C'est-à-dire que certaines entreprises, des conventions, oui, ce qui s'appelle, alors peut-être que l'appellation a changé, un CIP, convention d'insertion professionnelle, et qui permet à des athlètes d'être intégrés dans des grandes entreprises. Alors il y a EDF, en plus là en période des Jeux, qui a pris pas mal d'athlètes. Il y a la SNCF, il y a l'armée, enfin il y a les douanes, etc. Donc ce sont des passerelles qui permettent de travailler pendant un temps et de s'entraîner parallèlement. Donc que ce soit pas l'un au détriment de l'autre. Ça, chez nous, on n'avait pas ça. Ouais. Enfin, à l'époque où j'ai pratiqué, il n'y avait pas tout ça. Il fallait qu'on se débrouille. C'est pour ça que la gestion d'un emploi du temps, ça va. J'ai pas mal donné, donc je m'en sortais pas trop mal pour faire les trois. C'est-à-dire famille, travail et entraînement. Et quand vous avez 24 ans, vous êtes champion olympique, forcément, on est dans le feu du sport, des études aussi. Mais à ce moment-là, il y a des moments où vous disiez, mais qu'est-ce que je ferai quand tout ça s'arrêtera? Ou alors, vous êtes porté, évidemment, par le plaisir d'une médaille, mais vous êtes porté en disant, j'ai encore 3, 4, 5 bonnes années, 10 bonnes années, ou il y a une petite voix qui dit, un jour, ça va s'arrêter. Moi, j'étais conscient qu'un jour ou l'autre, ça pouvait s'arrêter. Et puis, comme on n'était pas professionnel, on le faisait parce qu'on avait envie de le faire. D'où l'obligation d'avoir ce double projet à faire des études. Parce que si vous n'avez rien derrière, vous vous retrouvez en string et il n'y a rien derrière. Donc, c'était très important de faire des études pour avoir une voie si d'un coup ça s'arrêtait. Donc ça on a toujours été, et puis on a toujours été dans la vraie vie. C'est-à-dire qu'on n'est pas surprotégé quand vous voyez des sportifs pros dans les sports collectifs notamment. Hein, je les côtoie au quotidien à travers mon travail, mais on voit des jeunes, ils ne savent pas faire une chose seuls. C'est-à-dire prendre un billet d'avion, ils ne savent pas comment on fait. Ils sont tellement assistés que dans la vraie vie, ils sont perdus. Nous, c'était pas du tout le cas. En plus, on avait vraiment une ouverture. Enfin, on a été curieux. Enfin, je dis beaucoup de gens de ma génération, c'était le cas. Mais à partir du moment où on n'a pas le choix, on sait que c'est comme ça. Et puis, on avait la chance d'avoir nos aînés qui étaient médecins, qui avaient des postes à responsabilité, enfin, qui au niveau professionnel, avaient de belles réalisations. Donc, on se disait, je suis pas plus con que lui, donc je vais essayer de faire pareil ou de faire mieux, enfin, ou au moins autant, quoi. Ça fait grandir plus vite d'être sportif de haut niveau et amateur. Enfin, quand je dis amateur, de ne pas avoir le confort qu'ont aujourd'hui les footballeurs, les basketteurs, les rugbymen. Alors, Ou une maturité, peut-être, si ça fait pas grandir plus de maturité. Forcément, parce que vous dédaignez pas un secteur pour le faire l'autre. Donc, comme je vous dis, on était dans la vraie vie, on avançait les deux en même temps. Et tout le temps, de façon permanente. Alors oui, quand l'escrime allait pas, si vous aviez des résultats dans vos études, si ça marchait bien,
quelque part, vous disiez, bah, bon, ça va, j'ai pas trop foiré de ce côté-là. Bon, il y avait des satisfactions. Là où souvent, l'un va avec l'autre. Hein. Si vous êtes bien en escrime, enfin, si vous arrivez à vous organiser, vous avez souvent des bons résultats en sportif et au niveau des études ou au niveau du travail. Les deux fonctionnent. C'est un équilibre. Ouais. Il faut qu'il y ait un équilibre. Si vous avez une chaise à 4 pieds et puis d'un coup vous en avez un de moins, ça commence à être compliqué. L'environnement alors vous c'est la Fédération française d'escrime, mais justement à travers l'INSEP et à travers tout le travail que font les fédérations sur leurs athlètes de haut niveau, jeunes et plus âgés, vous trouvez que voilà, il y a une écoute, il y a un souci justement d'accompagner le plus longtemps possible, parce que il y a aussi la logique du sport, c'est-à-dire qu'à un moment vous êtes le premier, et puis il y a peut-être celui plus jeune comme vous qui arrive et qui domine l'ancien un jour, et puis ainsi de suite. Les générations d'escrime, les champions se succèdent, le judo il se succède, la boxe il se succède. Les fédérations accompagnent assez bien le... Alors, je ne vais pas me faire de précision là-dessus parce que je suppose, ça fait partie de leurs prérogatives. Ouais. Oui, mais vous, quand vous l'avez vécu, vous avez senti que vous aviez un environnement. Clairement, on s'est débrouillé tout seul. Pour la plupart du temps, et tous. Voilà, on savait ce qu'on voulait et ce qu'on ne voulait pas aussi. Ouais. Et donc, il fallait se prendre en charge. Hein. C'est un peu ce que je dirais... Malheureusement, c'est un peu ce qui caractérise un champion, c'est que si vous attendez toujours que les choses vous arrivent de toute cuite dans la bouche, il y a de fortes chances pour qu'un jour ça tombe pas et que là, ah oui, mais alors que je fais comment ? Ouais. Je fais comment ? Nous, c'était pas le cas. Maintenant, je pense que ce qui caractérise un athlète, c'est effectivement sa volonté de savoir ce qu'il veut et de mettre en place des choses qui lui permettront de l'obtenir. J'étais pétri de phrases comme ça, clés, qui étaient affichées dans la salle d'armes à l'INSEP. C'était ceux qui veulent réussir se trouvent des moyens, ceux qui veulent échouer se trouvent des excuses. Ouais, ça correspond un peu à ça, mais je pense que c'est dans l'ADN d'un athlète. De tout mettre en œuvre et puis d'avoir le caractère qui permet d'obtenir d'atteindre ses objectifs. Alors ça me permet de faire la transition avec un autre sujet, parce qu'aujourd'hui il y a le collectif des champions et championnes pardon, français, qui je dis pas demande des comptes, mais interpelle aujourd'hui sur le statut des champions post-carrière sportive, oui. De façon très précise, très concrète. Ah oui, je peux vous en parler parce que j'en fais partie. C'est pour ça. Et en fait, ce collectif des champions et championnes français a été monté parce qu'une loi est passée en 2000, un peu avant 2012, qui a permis aux sportifs de haut niveau, qui sont maintenant à partir de 2012 sur les listes ministérielles, oui. Donc les deux catégories, élite et senior, de bénéficier de trimestres pris en compte à l'approche de la retraite, qui leur permettent d'avoir des trimestres. C'était de 16, il me semble que c'est passé à 32 trimestres, donc 2 Olympiades quasi. Mais tous les sportifs qu'il y avait avant, donc depuis le début des listes ministérielles, c'est-à-dire 84, jusqu'à 2012, tous ces gens-là sont des oubliés. C'est-à-dire que on a participé pendant toute notre carrière à faire briller la France à travers des médailles, des podiums, puis à donner plus que de raisons pour obtenir ces résultats. Et on trouve ça complètement discriminatoire parce que, alors on nous targue que ça ne peut pas être rétroactif, c'est faux. Une loi, quand elle est faite, elle peut il suffit de l'inscrire dans la loi. Et ça, on combat cette injustice parce que tous ces gens, parce qu'on est nombreux. Hein. Ah oui, j'ai vu on est nombreux. Le collectif, il y a à peu près, 600 adhérents, rien qu'au collectif, mais des personnes qui sont dans cette situation, il y en a là à peu près 3000, 3500. Et c'est un nombre... Alors, si je vous disais des noms qui font partie de ce collectif, c'est hallucinant parce que on retrouve Muriel Hermine, Marie-Claire Restou, Candeloro, enfin j'en passe. Oui, mais quand on voit ça, c'est le patrimoine du... Mais on est tous à la même enseigne, malheureusement à la même enseigne.
Et donc, ce collectif s'est monté, il est très actif. Et puis, on va faire en sorte d'obtenir ce qui aurait dû être fait. Ouais. Enfin, quand on explique cette situation, qui est une vraie discrimination, parce que on est dans un pays, on va dire, d'égalité, qui devrait être d'égalité. Et quand on voit les traitements différents, vous savez, je vais prendre un exemple. Les danseurs de l'Opéra de Paris, ils partent à la retraite à 42 ans. 42 ans, parce qu'à un moment donné, on a considéré que ce qu'ils faisaient, c'était considéré comme du sport de haut niveau. Ce qui peut s'apparenter à ça, oui, tout à fait. Voilà, mais alors, quid de tous ceux qui ont fait du sport de haut niveau avant ? Voilà, ça, c'est quelque chose d'injuste. Clairement injuste. Alors il n'y a pas que ça. Il y a des statuts particuliers pour les gens de la comédie française, il y a des statuts particuliers pour les intermittents du spectacle. Oui. Et pour tous ceux qui ont donné un certain nombre d'années de leur vie à s'entraîner, à faire des études, mais alors du coup, on a allongé la durée de ces études pour pouvoir faire les deux, le fameux double projet. Donc, toutes ces années où on n'a pas travaillé, et en plus, je vous parle d'un moment sur cette période où le sport n'était pas structuré comme maintenant. Tout à fait. C'est clair, on avait quelques subsides de la PO, enfin du CNOSF, un peu de la fédération. Les clubs commençaient à peine mais on était en survie permanente. Il fallait, moi, en plus de ce double projet, je travaillais le soir, je donnais des cours d'escrime quand même. Donc je m'entraînais comme un jobard, je travaillais mes études et en plus le soir, je donnais des cours d'escrime pour gagner un peu de sous. Donc voilà, tout ça, je trouve qu'il y a un manque de reconnaissance et ça fait mal parce que quand vous gagnez, on vous serre la main, on dit vous êtes le plus beau, vous êtes le plus fort. En haut du podium, on vous voit toujours. Mais maintenant qu'il y avait la possibilité de rectifier une injustice, ça n'a pas été fait. Mais alors, qui vous écoute ? La ministre, les députés, le ministère du Travail, je ne sais pas. On espère qu'au moins le CNOSF, que la ministre nous écoute, et puis le ministère du Budget aussi. Le ministère du Budget aussi. Oui. Et de plus en plus de députés, effectivement, puisque on a réussi à contacter, il y a plus d'une centaine de députés, alors tous bords confondus, là c'était vraiment consensuel, qui sont derrière nous et qui vont pousser aussi de façon à ce que cette injustice soit rectifiée. Et pour ça, il faut changer la loi ? Il faut une nouvelle loi ? Alors, changer la loi, celle qui a été faite sur le fond de ce qu'elle propose, c'est correct. C'est le fait que ça ne s'applique pas à tout le monde qui pose un souci. Faire sauter cette... Voilà, donc effectivement... Il va peut-être falloir, alors je n'ai pas les termes techniques, mais annuler cette loi-là de façon à intégrer la totalité des personnes qui sont concernées par le dispositif. Oui. Justement, dans votre après-carrière sportive, vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes devenu responsable des partenariats département des Hauts-de-Seine, oui. Pour les clubs pro, on va dire, sur l'élite du sport. Oui. Et vous avez aussi monté une association qui s'appelle Escrime Easy pour aller, pas montrer, mais donner la possibilité dans les entreprises de faire entrer l'escrime comme moyen de... Alors, c'est de l'incentive, du team building, mais de montrer comment ce sport-là et ses valeurs ou ses vertus ou sa pratique pouvaient aussi fédérer les gens. Vous pouvez m'expliquer un peu les deux, Escrime Easy d'abord et puis après les partenariats. Les deux. En fait, Escrime Easy, c'était un moment où, professionnellement, j'avais décidé de changer d'orientation, c'est-à-dire que j'organisais des événements, etc. Mais j'ai voulu passer en freelance complètement, et donc j'ai monté cette structure qui me permettait de proposer de l'activité escrime, et pas que, puisque j'intervenais aussi sur des conférences, et de proposer l'activité escrime, parce qu'on pense que l'activité escrime est quelque chose de compliqué. Et mon slogan, c'était « Je vous garantis qu'en 40 minutes, montre en main, si vous faites l'activité escrime, vous serez échauffé, habillé et vous commencerez à vous amuser face à un adversaire. 40 minutes. Ouais.
Et quand je réalisais les choses, les gens étaient sceptiques naturellement, parce qu'on a cette idée de sport très technique, enfin on n'y comprend rien, etc. Alors que, en plus, l'épée, l'arme que je pratique, c'est comme je vous ai dit, la plus simple à pratiquer, à comprendre. Donc j'avais pris quand même l'arme qui avait des prédispositions pour faire ce type d'activité. Et donc j'ai développé ça. Effectivement, je proposais dans les entreprises, mais aussi sur les villages de vacances. Où j'ai fait 3 étés complets pendant les 8 semaines d'été, où je passais une semaine dans un village, une semaine dans un autre, etc., etc., etc. Et ça plaisait, puisque à chaque fois on me sollicitait à nouveau. Puis ce qui est très valorisant, c'est quand vous finissez la saison, et que quand vous recroisez des gens du milieu de l'escrime, des maîtres d'armes qui viennent me voir me disant « Tu sais que t'as été sur le village de vacances, Gassin, Air France, etc. Et j'ai une gamine qui est venue avec son père, qui s'est inscrite. Oh là là, elle est super bien en garde, elle a déjà les bases, c'est incroyable. Mais tu l'as eu combien de temps ? Enfin, on est venu me voir pour me dire, déjà, que j'avais réussi à transmettre ma passion à travers l'enseignement. Et comme j'ai besoin de transmettre, je suis dans la transmission, c'est quelque chose qui me plaît toujours, hein. Je le fais moins parce que maintenant je travaille au département des Hauts-de-Seine. Je le fais occasionnellement. Et puis je l'ai fait pas plus tard qu'il y a 3 semaines avec des écoles primaires du côté de Montluçon. Voilà, on m'a sollicité et je suis allé passer un week-end là-bas, et un jour avant, j'ai pris 5 classes. Ouais. Au départ, ça devait être 2-3 et finalement, ça a été 5. J'ai passé une journée à initier des gamins qui, là où ils étaient, à Montluçon, il y a un club d'escrime, mais c'était un peu à côté, qui n'auraient pas eu l'occasion de pouvoir profiter de l'activité. Alors, on parle dans cette année ou dans cette avant-Jeux Olympiques, depuis 2 ans, le gouvernement et beaucoup de politiques ont été lancés sur il faut faire du sport, bougeons, des activités. Est-ce que c'est... Alors, il y a les 30 minutes le matin à l'école, qui généralement se limitent à 10-12 minutes, mais bon, il y a tout ça pour faire bouger les gens, pour faire une activité sportive. Est-ce que, par exemple, l'escrime, comme d'autres disciplines qui sont plus codifiées, qui sont dans des salles, qui ne sont pas toujours à porter des gens, je ne parle pas en termes de coups, de pratique, mais il n'y a pas des salles d'armes partout. Est-ce que le focus sur les JO, l'aura des JO peut amener à développer des initiatives comme la vôtre, j'allais dire grand public, pour les jeunes, tout ça, pour amener un peu plus de monde à aller découvrir ce qu'est une discipline sportive, quelle qu'elle soit, dans un gymnase, sur un stade, n'importe où. Alors, oui, forcément, puisque à partir du moment où vous parlez de l'activité, ça intéresse les gens. Et puis, en période pré-olympique, on sait que l'escrime va ramener des médailles. Oui. Donc, on s'y intéresse forcément. Le pire qui puisse arriver pour notre fédération, c'est qu'il n'y ait pas de médaille. C'est arrivé en 2012. 2012, c'était, j'appelle ça un accident industriel. Mais c'est terrible, parce que derrière, il y avait moins de licenciés, etc. Donc là, on est sur une période pré-olympique. Forcément, on s'y intéresse. Et puis, alors, s'il y a une chose que la fédération a bien faite, qu'elle a proposé, c'est du matériel, il faut l'acheter, mais des kits, ce qu'on appelle les kits première touche. En fait, c'est que vous achetez pour les gamins. Alors pour les adultes, ça peut se faire, mais c'est un peu moins sympa. Mais les kits première touche, ce sont des vestes, des masques en plastique avec le grillage, l'arme, avec une tenue de l'arme correcte. Et ça, c'est des kits qui valent très peu cher et qui, d'un coup, permettent de s'adapter. On peut se mettre n'importe où. On peut se mettre dans un gymnase, on peut se mettre sur un court de tennis en plein air, etc. Ça a vraiment aidé au développement de l'activité. Après, maintenant, les jeunes maîtres d'armes, effectivement, ils sont plus cantonnés forcément dans la salle d'armes. Ouais. Oui, forcément, quand on veut faire de l'escrime de façon un peu plus poussée avec le système électrique, voilà.
Il faut un espace clos, puis au sec. Enfin, vous pouvez pas faire. Enfin, vous pouvez faire ça en plein air, mais bon, à vos risques et périls. Puis il faut un sol. Enfin, bon, voilà. Mais c'est largement adaptable à tout type de situation. Et bon, après, tout dépend de l'objectif que vous fixez. Si c'est de la découverte, c'est accessible à tous. Et c'est important. Alors oui, on parle de 30 minutes. Alors moi, c'est déjà pour le bien-être des personnes. Je parlais de 30 minutes par jour de pratique sportive. De bouger, quoi. Au moins 30 minutes par jour. Moi, ce qui me désole, c'est que... alors, je suis pas un pro du sujet, mais j'ai cru comprendre que le sport à l'école avait été... Le temps de sport à l'école avait été réduit de moitié dans les écoles primaires. Il n'y a pas très longtemps, c'est il y a 2 ans. Alors, je trouve ça... Alors, je ne veux pas dire de bêtises, hein. Je n'ai pas la certitude, mais je l'ai entendu, ça fait débat. Comment on peut faire ça à un moment où on prépare l'arrivée des plus grands sportifs pour les Jeux Olympiques? Ça, c'est quelque chose qui m'a choqué. On sait que ce n'est pas la présence du sport dans le programme scolaire, au moins jusqu'au lycée, n'est pas une priorité, n'a jamais été élevée. Et pourtant, on vous fait des effets d'annonce contraires. Hein, oui, bien sûr. Non, mais je parle dans la réalité. Quand on discute avec des professeurs, quand on regarde, quand on parle comme parents, on sait très bien quelle est la réalité. Un cours de sport qui commence à 8h et qui se termine à 9h. Vous savez très bien que les élèves vont arriver à 8h, mais qu'ils vont commencer le sport à 8h15 et qu'il faut que ça se termine à 9h pour le cours suivant, donc ils auront terminé à 9h moins de quart. C'est un autre débat, mais quand je vous disais, cette possibilité que l'admiration pour la médaille, l'emballement à regarder les jeux à la télévision, le côté cocorico peut-être pousser à ce que les fédérations imaginent des accueils un peu plus un peu plus grands. Vous suivez l'actualité des fédérations, elles bougent. Elles bougent. Vraiment, ça met des choses en place. Mais le résultat, de toute façon, il sera après les Jeux. Voilà. C'est à partir de septembre. Grosse responsabilité. Tous les gamins qui vont... Enfin, tous les gens, il n'y a pas que les gamins, qui vont s'inscrire dans... Il y a un effet médaille. Oui, forcément. Forcément. Je sais que, par exemple, l'escrime, après 2004, on avait fait des super Jeux Olympiques, il y a eu un effet, on a augmenté... Là, il faut être prêt. Et après, malheureusement, ça décroît jusqu'au jeu suivant. Et puis après, ça remonte. Donc, voilà, on en est conscient. Maintenant, si en plus d'avoir les Jeux en France, il y a pas, ça se développe pas davantage, là, il y aura des grosses questions à se poser. Hein. Parce qu'on a beau dire, oui, le sport cause nationale. Déjà, il aurait fallu préparer ça, de mon point de vue, bien avant. Hein, il fallait que tout se mette en place à partir du moment où on savait qu'on avait les Jeux. Donc il y a 7 ans. Ouais. Et ce qui n'a pas été le cas. Même pour la préparation des athlètes, pour la détection, etc., c'est parti beaucoup plus tard et beaucoup trop tard, de mon point de vue. Maintenant, il faut faire avec. Et puis, c'est pareil, les chiffres annoncés de médailles, les chiffres politiquement annoncés de médailles... Une escrimeuse qui avait dit 80 médailles. Donc, Oui, ça n'a pas été la seule. Il y a un président de la République aussi. Hein. Donc, 80 médailles. Oui. Quand on a vu combien on en a fait au 36 à Tokyo. Tokyo, oui. Quelque chose comme ça. 42 à Pékin, je crois. Ouais. Oui, ça se passera en France. Moi, je pense sincèrement, si on en obtient un peu plus de 50, ce sera pas mal, hein. Mais 80, mais jamais de la vie. Faut toujours rêver. Oui, là, c'est plus du rêve, hein. C'est de l'utopie. Là, je vous remets la casquette de responsable des partenariats dans le 92 avec les clubs. Vous qui venez d'un sport individuel, même si vous avez gagné la médaille olympique par équipe, vous travaillez finalement avec les clubs de basket, de handball, de rugby, exactement. Alors, du 92. Je travaille pas qu'avec des clubs collectifs. Moi, dans les 4 clubs dont je m'occupe, effectivement, il y a le Racing 92 en rugby, Nanterre 92 en basket. Il y a jusqu'à maintenant les Metropolitans 92 en basket également. Et il y a un sport individuel, c'est BLR, Bourg-la-Reine 92 en escrime.
Voilà, donc c'est les 4 clubs dont j'avais la charge jusqu'à maintenant. Bon, les Metropolitans ont été relégués et les actionnaires du club ont décidé d'arrêter l'activité, donc je n'aurai plus ce club l'année prochaine. On dit que c'était l'ancien club de Victor Wembanyama, oui. finaliste l'année dernière. Nanterre d'abord. Oui, Nanterre d'abord, mais et ensuite, qui avait fait une super saison l'année dernière. Les Metropolitans. Oui. Alors, j'ai eu la chance, voilà. Sincèrement, puisqu'on peut faire un petit aparté, mais cette saison, l'année dernière, avec les Metropolitans, ça a été... moi, j'avais conscience que c'était un truc exceptionnel. Vous vous rendez compte, tout était aligné pour faire quelque chose qui vraiment allait sortir. On n'a jamais connu ça avant et on ne connaîtra pas ça. On n'a jamais vu un finaliste descendre. C'est déjà arrivé. Ça malheureusement, oui. C'était déjà arrivé, mais une telle chute de popularité. On va rester sur le côté positif. Et tous ces événements, tous ces matchs qui se déroulaient, ça se décidait 3 semaines avant. Quoi. Allez hop, on va aller jouer à Bercy. Allez hop, on va aller jouer à Roland-Garros. La mise en place... Il y avait un emballement. mais c'était incroyable. Tous les matchs à guichet fermé, alors qu'avant, ça n'était pas du tout le cas. Mais cet emballement autour de Victor Wembanyama et de Bilal Koulibaly, c'était incroyable. Vraiment incroyable. Je me sens chanceux. Oui, j'allais vous dire. Alors on était certes partenaires, puisque on était partenaires du club, mais je me sens chanceux d'avoir vécu ça avec ces athlètes et puis avec ce club. Alors, on n'apporte pas la même chose au Racing 92, qui est dans le top 14, et à Bourg-la-Reine en escrime, qui est un grand club. C'est clair. Alors, c'est des marchés qu'on passe avec ces clubs-là, des marchés publics. Donc, les montants ne sont pas les mêmes, forcément. Mais les attentes non plus sont pas les mêmes. Avec un club comme le Racing 92, quoi qu'il arrive, dans tout ce que l'on met en place, le département souhaite de la billetterie, de la visibilité et des activations. Les activations, c'est le côté qui permet, quand on a des champions de ce gabarit-là, de créer une émulation au niveau du tissu territorial en faisant venir des jeunes sur des opérations qu'ils n'auraient pas la possibilité de faire s'ils n'étaient pas dans le département des Hauts-de-Seine. Je prends un exemple, quand on fait un match de parrainage avec le Racing 92, on a 2000 places qui sont distribuées que pour des gamins qui viennent soit des clubs de basket, soit des associations sociales, des enfants en situation de handicap. Ils font la haie d'honneur à l'arrivée des joueurs. Ils ont des joueurs qui viennent les voir en avant-match pour dédicacer, les joueurs qui ne sont pas sur la feuille de match, mais des dédicaces. Il y a tout un ensemble d'activités qui permettent à tous ces jeunes-là de vivre un moment extraordinaire. On a des jeunes qui vont assister à un entraînement, par exemple, de l'équipe de Nanterre. Ils viennent à l'entraînement, ils assistent à l'entraînement, et après, c'est eux qui vont s'entraîner sur le parquet, avec les joueurs comme coach, avec des ateliers. Et après, dédicace, ça c'est un passage obligé, et questions-réponses. Ils ont travaillé aux questions qu'ils souhaitaient poser. S'il n'y a pas un dispositif comme ça, jamais vous avez ce type on est vraiment dans la proximité, surtout en Île-de-France où il y a un bassin de population et de sport d'élite à tous les niveaux, beaucoup plus que en Normandie. Le grand club de basket, il y en a qu'un peut-être. Il y avait le camp BC à un moment. Il y a peut-être une proximité plus facile dans des villes de province qu'en région parisienne où c'est un peu plus dilué l'accès aux champions. Oui, c'est plus dilué, mais là justement, ce qu'on a voulu faire, c'est créer cette émulation par rapport à ces locomotives que sont ces clubs sportifs qui sont depuis très longtemps au plus haut niveau, et on rend quelque chose d'inaccessible accessible. Voilà, c'est important parce que quand on voit les étincelles, les lumières dans les yeux de ces gamins qui d'un coup se retrouvent avec... vous parliez de Victor Wembanyama qui est vraiment la superstar maintenant. Mais il était accessible toute la saison qu'il a faite à Levallois avant de partir en NBA. Il faisait partie de ces opérations qu'on montait avec le département. Donc voilà, c'est des souvenirs qui sont impérissables pour tous ces jeunes-là.
Et moi, c'est vraiment le côté qui me plaît le plus dans mon métier, clairement, d'être au contact terrain et de pouvoir offrir ça. Enfin, c'est pas moi qui l'offre, hein, c'est le département, mais de participer à la mise en place de toutes ces opérations. Moi, je suis très heureux dans ce que je fais. Et quand je vois le résultat, on est sur la bonne voie, quoi. Alors, avant qu'on conclue, il y a une dernière facette de votre CV, de votre palmarès. Et pas la moindre. Pas la moindre, puisqu'elle est d'actualité. Vous êtes aussi chanteur. Voilà. Alors, expliquez-nous pourquoi. On parlera de pourquoi on en parle maintenant, juste avant les Jeux, mais chanteur. Alors, j'ai noté depuis 2018, à peu près. Non, mais même avant, non. En fait, j'ai commencé à prendre des cours de chant en 2014, 2015. Ouais. L'envie, Alors, j'avais besoin de trouver une activité, puisque je faisais plus de sport, enfin, sport de haut niveau, et il me fallait une activité on va dire, une activité créative. Il fallait que je crée quelque chose. Et alors, vraiment, contre toute attente, hein, j'ai commencé à chantonner sur des scènes à droite et à gauche, mais comme ça, de façon très occasionnelle. Et puis, j'ai commencé à prendre des cours de chant. Ça me plaisait. J'essayais de produire quelque chose. Et puis, j'ai trouvé ça trop restrictif de chanter les chansons des autres. Je me suis dit, mais avec ce que tu as vécu, tu as des choses à dire. Donc, j'ai commencé à écrire. Alors, j'ai fait un premier projet déjà, un EP de 6 chansons, qui s'appelle « Sans dessous, dessus ». Non, sans dessus-dessous. À chaque fois, je me trompe, mais sans dessus-dessous. Voilà. J'ai mis beaucoup de moi dans ce premier projet. Alors, avec des styles musicaux différents. Il y a des chansons qui sont un peu... En écrivant et en faisant... Oui, là, c'était mes chansons. Paroles et musique. Alors, la musique, je trouvais les mélodies, comme je ne suis pas musicien, mais par contre, une fois que j'avais trouvé la mélodie, pour certaines, j'ai des musiciens qui ont fait les arrangements musicaux. Voilà. Et puis, donc, c'était des choses que j'avais besoin et envie de raconter. Et puis après, comme les Jeux arrivaient, j'ai continué à écrire sur ce que j'ai vécu sportivement. Et le deuxième EP donc, est sorti. Il s'appelle 2024, la victoire est en nous. Alors, j'utilise la métaphore du sport pour parler de tout ce qu'on peut trouver, de tout ce qu'on peut faire, de l'énergie que l'on met dans ces projets. Alors oui, forcément, j'ai parlé de ce que je connais le mieux, le sport, mais c'est surtout pour dire, voilà, si vous avez quelque chose dans lequel vous croyez, il faut se lancer et ne pas nourrir de regrets. C'était un témoignage, c'était des choses que vous vouliez dire depuis longtemps. Je voulais écrire ce projet, quoi qu'il arrive, puisque le sport fait partie de ma vie, et j'avais besoin que ça puisse correspondre à un moment important. Les Jeux olympiques à Paris. Et donc, le moment était rêvé. Donc, j'ai tout fait pour sortir ce projet-là tout début janvier. Je vais vous donner les titres des chansons. Oui, c'est ça, très, très évocateur. La première s'appelle « Allons enfants ». La seconde s'appelle « Doute ». La troisième « Je ne les écouterai pas ». La quatrième « Chercheur d'or ». Et la cinquième « Unis pour gagner ». Bon, déjà, à travers les 5 titres... Tout est résumé dans... vous avez quand même... Dans une quête, voilà. Un panorama de ce que l'on peut trouver. Alors, toutes ne sont pas sur les plateformes actuellement. Il y en a 2 que j'ai mises. La première, c'est « Allons enfants », qui apparemment plaît assez. Donc, on l'écoute tous. Vous avez une chaîne YouTube? Alors, j'ai une chaîne YouTube. Elle est dessus et sur toutes les plateformes. Elles sont dessus. La deuxième, c'est Doute. Et là, je vais faire toutes les démarches pour mettre la troisième. Qui donc, sera c'est une par mois, en gros. Voilà, jusqu'au jeu. Allons enfants. Suivra, je pense que les 2 dernières, je vais les sortir ensemble. Ce sera Unis pour gagner et Je ne les écouterai pas. Voilà, la philosophie de tout ça, c'est que quand vous avez un projet, quand vous avez envie de faire quelque chose, il faut vous lancer, il faut travailler.
parce que vous avez rien sans rien. Et ça dépeint un peu cette ambiance autour du sport, naturellement. Mais Allons enfants, c'est par exemple le moment d'une épreuve. Tout ce qui se passe. Alors, en plus, j'ai eu la chance d'avoir une musique très forte qui appuie. C'est que du slam. Oui, j'allais dire le style musical. Oui. Alors, c'est que du slam. Alors, pourquoi le slam ? Parce que j'ai considéré que pour être écouté et non pas seulement entendu, le slam se prête très bien. Voilà. Avec une musique en fond. Enfin, en fond, non, qui est très présente et qui est très forte, qui appuie le message que vous voulez passer. Voilà, et bon, pour l'instant, ça fonctionne bien. La troisième, Allons enfants, va sortir là incessamment sous peu. Là, c'est carrément, vous êtes dans la compète, voilà comment ça se passe. Chercheur d'or, c'est la démarche. On comprend. Voilà, et toutes les rimes sont en or, par exemple. C'était pas évident au départ, c'était un vrai projet. Hein. Ouais. Et puis, par la suite, oui, il y a Unis pour gagner. C'est un peu ce que j'ai vécu, la façon dont les choses se passent et peuvent ou doivent se passer quand on est plusieurs à avoir ce même objectif et d'essayer d'avancer ensemble. Alors justement, de tous ces titres, je ne les écouterai pas. Quand j'ai vu la liste des titres, je me suis dit... Ah, je ne les écouterai pas. Parce que forcément, quand vous avez un projet ambitieux, vous y croyez et vous avez toujours autour de vous des gens bien pensants qui vous disent « Mais tu crois franchement, mais ça va être difficile. » Enfin, au lieu de vous aider, de vous porter, ils vous ralentissent un peu. Voilà. Et puis, il y a les jaloux aussi. Hein, ils sèment le doute. Qui vous disent « Jamais tu y arriveras. » Enfin, faut arrêter. Parce qu'eux-mêmes n'ont jamais eu le courage et ne se sont jamais donné les moyens d'y arriver. Vous disiez tout à l'heure, exactement. Ils se sont cherchés des excuses. Exactement. Donc, je ne les écouterai pas. C'est simplement les gens qui sont négatifs, qui ne croient pas dans les mêmes choses que vous, de les laisser de côté, de faire ce que vous pensez être bien de faire pour vous et de ne pas nourrir de regrets après. Après, c'est trop tard. C'est le jour J. C'est dedans qu'il faut être. Voilà. C'est une philosophie qui n'est pas facile à mettre en place dans la vie de tous les jours. Parce que justement, quand c'est difficile, il faut s'accrocher. Et s'accrocher, c'est pas donné à tout le monde non plus. Mais c'est en faisant des petites choses qu'on réalise au fur et à mesure le chemin parcouru, si tant est qu'on regarde un peu derrière. Si vous voyez un objectif trop loin, vous n'y arriverez pas. Enfin, c'est mon point de vue. Hein. En revanche, que l'objectif soit là, c'est une chose. Mais à chaque fois, de dire, pour arriver là-bas, je vais commencer par ça. Ouais. Une petite chose. Et puis une autre petite chose, comme souvent on utilise dans les conférences, justement, le plus petit pas possible. Ouais. Une fois que vous avez lancé la machine, il ne faut pas l'arrêter. Un pas, plus un autre et un autre. Et on n'a pas tous les mêmes jambes. Vous savez, c'est une autre image que j'utilise en conférence. Si vous voulez monter un escalier, moi j'ai des grandes jambes, je vais pouvoir faire des marches plus ou moins hautes. Si vous avez des petites jambes, vous faites des marches plus courtes, mais vous irez beaucoup plus vite que moi. Parce qu'avec vos petites jambes, vous avez des petits segments, vous allez vous mettre en action beaucoup plus rapidement. Donc, peu importe, le tout, c'est de faire les bonnes marches qui vous conviennent et de toujours aller vers l'avant et toujours monter vers ce que vous souhaitez obtenir. Alors, une toute dernière question. Oui. Vous vous souvenez, en 1988, à 50 jours des Jeux, ce que vous faisiez, vous étiez tout près de partir... Alors, vous connaissiez déjà votre près, sélection, mais en fait, non tout près, j'étais pas encore sélectionné, parce qu'en fait, il faut savoir que c'était Philippe Boisse qui devait partir, il s'est blessé, et du coup, on a fait appel à moi. D'accord. Donc ça, voilà. Mais à ce moment-là, j'étais en train de me préparer, puisque je faisais partie du collectif. On se faisait tous les stages, etc. Et puis, on s'amusait à faire des jeux à la con. En tirant, allez, pile, je vais au jeu, face, j'y vais pas. Enfin, des trucs. C'est une montée pas d'adrénaline, mais nous, on connaît pas ça, de passer de j'espère y aller
et j'y vais et Ah oui, voilà. oui, Et c'est une maintenant, grande quand vous montée dites il n'y a d'adrénaline. pas de recul, il n'y a pas de... Et je me Regarde. souviens exactement du moment où on m'a annoncé que finalement, C'était vous. j'irais. Ouais. C'était un stage, on était en stage au Crêpes d'Aix-en-Provence et on était à une fête du village de Cabriès. Ouais. On était en train de faire une aioli party. C'était un dimanche. Et il y avait toutes les armes réunies et tout se passait bien. Et puis tous les gars venaient me voir en me disant « Ça va Fred ?» Je dis « Ouais, ça va. » D'autres gars venaient, des filles, les copines. « Ça va Fred ?» Mais sans rien me dire d'autre. Sans vous parler. Et tout le monde me demandait si ça allait. Mais je me dis, c'est quand même bizarre. Enfin, en fait, ils étaient tous au courant, sauf moi. Ouais. Et puis on a passé une très bonne journée jusqu'au moment où on part à la piscine, parce que c'était dimanche, c'était relâche. Et puis, j'ai eu à peine j'ai sorti la tête de l'eau que l'entraîneur national il me fait bon, briefing dans les vestiaires, on a des choses à annoncer. Bon, très droit et tout, le visage fermé et tout. Bon. Et puis c'est là où j'ai appris que j'étais qualifié pour les Jeux. Donc oui, je me souviens, c'est ancré. C'est ancré en moi, oui. C'est ce que connaissent déjà les sélectionnés, quel que soit le sport, ce que vont découvrir aussi les tout derniers appelés pour cette équipe de France, puis après pour les Paralympiques. Vous avez juste un petit message à adresser par exemple aux épéistes que vous devez croiser. Ah oui, je les donc, croise et puis bon, j'ai toujours de très très bons contacts avec tous les anciens, soit équipiers, soit tireurs que j'ai eu en face de moi, puisque j'ai eu la chance dans ma longue carrière de croiser plusieurs générations. Hein. Mais pour ceux qui vont faire les Jeux, ils ont vécu des moments super difficiles pour la plupart. Je leur souhaite d'arriver à faire abstraction de ça, si tant est que ce soit possible, ou alors de puiser dans la motivation que ces moments difficiles qu'ils ont connus toute cette saison, alors qu'on aurait souhaité et on aurait aimé qu'ils puissent se préparer en toute sérénité. Ça n'a pas été le cas. On le explique juste, il y a eu des départs de... Oui, enfin, il y a eu des problèmes entre l'entraîneur qui s'occupait de l'équipe d'épée et notamment 3 tireurs qui ont refusé ces méthodes de management, etc. Et donc, ils sont entraînés de leur côté. Voilà. Donc, il y a eu une vraie opposition. Dont le champion olympique. Dont le champion olympique, Romain Canon, exactement. Et donc, voilà, ces tireurs ont connu une année très difficile. Ils ont fait ils ont fait une très belle saison. Bon, l'affaire n'est pas finie parce qu'il y a encore des remous sur le choix des sélections qui est encore d'actualité. J'espère qu'à un moment donné, ce sera apaisé. On n'est plus très loin des Jeux et que tous ces moments difficiles, ils arrivent à les transposer avec une motivation supplémentaire pour montrer que ce sont eux les plus forts, que ce soit individuellement ou par équipe. Et ils ont largement le potentiel pour faire des résultats. Donc, je leur souhaite de transposer tout ça et d'y arriver. On va rester sur le bel exemple de Tokyo, justement. J'y étais. Romain Cadonne, que personne n'attend. Et qui devient... qui ne devait pas tirer l'individuel. En plus, oui. Non seulement on ne l'attend pas en termes de favori pour une médaille, mais qui ne devait pas tirer et qui, à la fin de la journée, est champion olympique. C'est ça aussi les Jeux. Comme vous êtes dans une piscine à Aix-en-Provence quand on vous annonce que vous allez et quelques semaines plus tard, vous êtes champion olympique. Un grand merci, Frédéric, pour un plaisir. Ce moment passé, ces anecdotes et puis tout votre parcours et tout ce que vous nous avez expliqué qui n'est pas seulement du sport de haut niveau, mais qui est aussi un travail auprès des gens, une vocation, j'allais dire, mais aussi une importance de dire que le sport, c'est pas seulement d'aller courir, c'est aussi de le partager et de le faire partager, les émotions, l'inclusion des gens. Un grand merci. On vous souhaite un bon été et de bons jeux parce que vous allez les regarder. Non seulement, oui, je vais les regarder, et puis je vais aussi même participer un petit peu puisque je vais porter la flamme. Ah voilà, j'aurais dû vous poser la question. Quel jour ? Le 24 juillet, donc à 2 jours de la cérémonie d'ouverture, j'aurai l'immense honneur de porter la flamme olympique. Dans le 92 ? Dans le 92, naturellement, oui. Eh bien, tout est dit. Un grand merci, Frédéric. Avec grand plaisir. À bientôt.